Bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui sera entièrement consacrée à tout ce qui s'est passé depuis cette terrible fusillade qui a eu lieu mercredi à Paris, l'attentat le plus meurtrier depuis une cinquantaine d'années qui a eu lieu. Et vous le savez, où sont morts 12 personnes, dont les dessinateurs les plus célèbres de Charlie Hebdo. Alors naturellement, parce que nous sommes tous bouleversés par la violence, la barbarie de cette fusillade, de cette attaque, il nous est encore peut-être difficile de mesurer exactement l'importance réelle de ces événements, les conséquences qu'ils auront sur notre vie, sur la société dans laquelle nous vivons et sur les réponses que nous devons y apporter. Nous avons le sentiment peut-être qu'en s'attaquant à ceux qui défendaient à la fois la liberté, l'intelligence et l'humour, les terroristes se sont d'une certaine façon attaqués à nos valeurs, peut-être aussi à notre civilisation, et que à notre raison d'être, et que tout cela constitue peut-être une déclaration de guerre qui nous a été faite, qui a été faite à nos valeurs et à notre civilisation. Alors comment répondre à ces événements? Sont-ils isolés ou est-ce qu'on est au début de quelque chose de plus grave? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre pendant cette émission avec Florence Mercadet, avocate. Ça va? Ça va. Enfin, ça va comme ça peut aller. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tous un peu le moral dans les chaussures. Voilà, si je peux dire. Depuis mercredi, on n'est pas bien. On n'est pas bien, mais sinon ça va. Merci. Avec Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Luc Padec, restaurateur et syndicaliste, évidemment. Alors, nous serons rejoints tout à l'heure par Michel Laugier, qui est le maire de Montigny-le-Bretonneux, qui est aussi le président de la CASCI, parce que c'était intéressant aussi d'avoir son sentiment sur ces événements et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir même sur ce territoire même. Mais d'abord, peut-être première question que je vais vous poser, quand vous avez appris évidemment, cette terrible fusillade, cet attentat. Quel a été votre premier sentiment comme ça? Florence? Alors j'ai appris cette nouvelle, j'étais au bureau, comme pas mal de gens. J'ai eu un peu de mal à y croire, parce que c'est tellement inconcevable que voilà, j'ai eu un peu de mal. Voilà, c'était inattendu, même si le dernier dessin de Charb était quand même plus que prémonitoire, qui était quand même absolument incroyable. Oui, il n'y a pas eu d'attentat. Voilà, il n'y a pas eu encore d'attentat, mais voilà. Nos voeux, disait le terroriste. Exactement. Donc c'est d'autant plus troublant. Oui, bon, j'étais bouleversée comme tout le monde, et le sentiment, c'est un sentiment de révolte, un sentiment de violence. Clairement, et puis après, il faut un peu s'apaiser, un peu réfléchir, poser les données du problème, et effectivement, déjà tout ce qui... Maintenant, les choses bougent beaucoup, puisqu'il y a à nouveau une prise d'otage à Vincennes. Oui, alors je signale on enregistre cette émission, nous sommes vendredi après-midi, on l'enregistre dans les conditions d'IDAC, mais elle est enregistrée. Donc voilà, pour l'instant, il y a 2 prises d'otages, on ne sait pas encore comment tout ça va se terminer exactement. Voilà, donc toutes les solutions, c'est vrai qu'on remue plein de choses sur la façon dont on vit, la société qu'on a créée, les messages que l'on passe, et ce qu'on reprend en retour aujourd'hui, et ce qu'on a laissé s'installer dans notre pays. Donc il y a plein de choses auxquelles il va falloir penser. C'est peut-être un peu tôt, parce que je crois que tout le monde est tellement blessé et très atteint dans l'affect. Oui, il y a un sentiment de blessure, d'humiliation presque, je trouve. Peut-être pas. Moi, je ne ressens pas de l'humiliation. Je ressens une très forte blessure et une peine infinie. Donc, et sur les solutions qu'il va falloir apporter, je crois qu'on verra après. Mais c'était peut-être le premier sentiment. Sur mon premier sentiment, c'est ça. Moi, c'était de l'incrédulité d'abord, et puis de la colère, parce que, et puis bien évidemment de l'émotion, parce qu'on en connaissait beaucoup de tous ces dessinateurs qu'on aime bien, qu'on connaissait personnellement, parmi les blessés. Donc ça ajoute au côté terrible. Après, c'est une immense colère, parce que, contrairement à ce que disait Florence, c'est pas si inattendu que ça, et ça fait des années qu'on dit rien, et que attentat après attentat, on dit comme si c'était pas grave, parce qu'on veut fâcher personne, en fait. Donc moi, je suis en colère, voilà. Je suis outré. Jean-Luc Padec? C'est extrêmement grave. Moi, j'avais 15 ans en 68, et pendant ces jeunes années, j'étais comme tout le monde un peu révolutionnaire, c'est normal. Surtout maintenant, syndicaliste, je continue, en fait. Et j'étais un fan d'Harakiri, et un inconditionnel du professeur Chouron. Et vous savez, Harakiri a été... interdit après que la première page a été consacrée à Baltragique à Colombey, un mort. Et d'ailleurs, vous savez que Charlie, c'est finalement le diminutif de Charles.
Ça ne vous avait pas échappé, j'espère. Hein, et donc Charlie Hebdo a pris la suite d'Harakiri. Les dessinateurs qui ont été abattus mercredi étaient pour moi les représentants de ce qu'est la France. De l'humour, parfois un peu de grossièreté, nous le sommes, il ne faut pas se cacher, de la politique, de la dérision, du cul, des grandes bouffes. Et je crois que la cible de ces deux individus probablement était organisée, et je crois qu'ils ont effectivement là atteint les Français au plus profond de ce qu'ils sont en réalité. Et ça, je disais que c'était ce que je voulais dire quand je disais que c'était nos valeurs et peut-être notre civilisation qui est atteinte par voilà, ça. c'est terrible, c'est extrêmement dangereux parce que la suite, hélas, on la voit aujourd'hui avec les autres informations, et il faut vite que nous trouvions des réponses à cette barbarie. J'en ai d'ailleurs parlé dans cette émission. Je vous rappelle cette phrase de Voltaire que j'adore, que je cite toujours. Qui enrichit son esprit ennoblit son cœur. On s'aperçoit que d'entretenir l'ignorance finalement promeut la bêtise, et que la bêtise amène à la barbarie. Il faut que nous soyons tous attentifs à cela. Il y a des marches organisées, je crois, demain, dimanche. Il faut y aller le plus nombreux possible pour dire stop à la barbarie. On parlera des marches qui auront lieu, justement, parce que il y a déjà aussi une polémique sur qui doit y participer. Est-ce que tout le monde doit y aller? Est-ce que ce sont les partis qui doivent l'organiser? C'est une question qu'on posera peut-être à Michel Lougier tout à l'heure. On a beaucoup parlé, fait la comparaison avec le 11 septembre. Il y aura alors probablement un avant et un après 7 janvier, mais est-ce que cette comparaison avec le 11 septembre vous semble, le 11 septembre 2001 et les Twin Towers, est-ce que ça vous semble une comparaison qui vaut d'être faite ou pas? Sur le côté dévastateur que ça peut avoir dans la société, sûrement. Après, je pense que les Américains n'avaient jamais nié les problèmes comme nous, on les a niés depuis le début. Donc c'est une énorme différence. C'est que les Américains se pensaient protégés aussi, parce qu'ils sont les Américains de l'autre côté de l'Atlantique. se pensaient inattaquables, mais ils étaient bien conscients qu'il y avait des terroristes en puissance, qu'il y aurait des attaques, peut-être pas sur leur sol, mais ils appelaient un chat un chat. Alors que nous, depuis des années, quels que soient les attentats, quels que soient les coupables, et même pas quels que soient, on les connaît tous, souvent on les arrête, certains se font descendre. À chaque fois, on fait comme si c'était une sorte d'épiphénomène et qu'il n'y aurait pas de suite, qu'il n'y avait pas d'avant et qu'il n'y avait pas d'après. L'affaire Mera, l'abruti qui est allé descendre des gens en Belgique, dont le nom m'échappe, Mémouche, ou je ne sais plus quoi. À chaque fois, on dit c'est pas grave, c'est fini. Oui, mais non, c'est pas fini et c'est grave. Et là, c'est pareil. Alors, je trouve ça très bien. Tout le monde va se réunir dimanche. Il y a une sorte pas de délire, mais de compassion portée à son paroxysme. Et puis après, ça va servir à quoi? On peut revenir là-dessus, s'arrêter un instant justement sur ce... C'est vrai que vous dites, vous avez raison, il y a une marche et c'est très symbolique, tout le monde allume des bougies, on verra tout à l'heure un sujet, ça s'est passé l'autre soir à Plaisir par exemple, mais ça s'est passé un peu partout en France. Est-ce qu'on n'est pas quand même, par rapport à un événement qui est quand même très très fort et très symbolique et très barbare, pour reprendre votre terme, qui est tout à fait juste, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le compassionnel, comme ça, en allumant des bougies, en disant on est tous frères, on est tous ensemble? Est-ce que c'est la bonne réponse? Sûrement pas. Vous dites sûrement pas, mais... C'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué. Dans le flot de commentaires et d'interventions de tous ces dernières heures, on entend effectivement beaucoup de compassion. On ira à la marche pour ceux qui peuvent y aller, évidemment. Mais il y a une remarque que j'ai entendue de la part d'un journaliste qui m'a frappé, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il disait la chose suivante. Si, à l'époque où sont sorties dans un journal danois les fameuses caricatures de Mahomet, l'ensemble des médias avaient repris ces caricatures, il est probable que les 12 personnes qui ont été assassinées dans les bureaux de Charlie Hebdo seraient encore vivantes aujourd'hui. Je crois que nous avons probablement fait preuve d'une certaine lâcheté, et nous continuons à faire preuve de cette lâcheté. S'il y a une remarque à faire, je crois qu'elle est... Nous devons nous nourrir de plus de courage, affronter les choses telles qu'elles sont, et surtout remettre, je le dis très souvent, la société sur ses pieds. Vous savez, il y a quelques années, il y a encore des endroits où on peut laisser sa voiture, la porte ouverte. Personne ne va jamais imaginer venir attaquer
vaut bien votre intimité. Or, aujourd'hui, on se sent dans une absolue insécurité, et c'est terrible, parce que du coup, cette société qui déjà, on l'a vu, va dans le mur, et qui est nourrie de vide, je crois, doit se réveiller. Alors, il est possible qu'un événement de la nature de celui qui s'est produit mercredi nous réveille. J'espère que ça nous réveillera. Nous réveille, dans ça le veut bon dire quoi? sens. Ça veut dire que nous devons remettre au goût du jour ces valeurs fondamentales qui nourrissent la République. Je vous rappelle, République laïque, la religion est un problème intime qui ne regarde que soi et Dieu. Or là, on entend parler que de religion, c'est terrifiant. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, est-ce que si ça veut dire aller au fond des choses, c'est il simple. faut interdire... Là, aujourd'hui, à un moment donné, il se trouve qu'on ne parle que de religion. Eh bien, oui, puisque c'est au nom de la religion que parlons d'autre chose. Il y a bien d'autres phénomènes dont la société a besoin aujourd'hui, notamment d'éducation. Et l'éducation est partie en vrille, on le sait tous, de référence aux valeurs familiales, pardon si ça choque, c'est pas une idée de droite ou de gauche, hein, mais la famille est un des fondements de la société depuis la nuit des temps, et je crois qu'il faut revenir à des valeurs extrêmement simples qui font que chacun d'entre nous doit se sentir en sécurité chez soi, dans son entreprise et dans sa famille. Oui, mais les gens qui nous ont déclaré la guerre, c'est pas des petits voleurs de voitures, c'est des islamistes radicaux. Donc il faut arrêter, encore une fois, de dire on va rééduquer les gens, on va leur apprendre à lire. Il n'y a aucun rapport avec des voitures volées, aucun. Il y a des gens qui... Si, tu parlais d'insécurité. Je me fous de l'insécurité. C'est pas les voitures volées. Non, mais je me fous de l'insécurité en ce moment. L'insécurité, elle est due à des islamistes radicaux qui sont un certain nombre, qui sont connus, que les Américains connaissent. Visiblement mieux que nous, les deux types, voilà. Que l'aîné des frères Kouachi avait été au Yémen. Ils étaient quand même interdits de vol, ils avaient interdiction d'aller aux États-Unis, et nous, ils sont en totale liberté, ils se promènent. Visiblement, quel que soit le cas, hein, il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, ces islamistes radicaux ont déclaré la guerre à la France. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons. Je suis d'accord. Et quand je parle d'insécurité, je ne parle pas de vol de voiture. Moi, je parle de l'insécurité dans laquelle nous avons mis cette société. Ce n'est pas du tout les vols de voiture. Encore qu'on peut se demander la raison pour laquelle tout le monde s'est réjoui de voir qu'à la Saint-Sylvestre, il y a eu 12% de voitures brûlées en moins. Seulement 1000 au lieu de 1100. Bon, bref, c'est mieux qu'il y en avait 12% de plus. Je crois important, c'est quand même, quoi qu'on puisse en penser, de remettre une société là où elle doit se situer, avec de vraies valeurs solides, partagées. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle se défende, cette société? Oui, évidemment qu'il faut qu'elle se défende. Alors, maintenant, les deux individus en question, excusez-moi, tout le monde dit, oui, ce sont des professionnels. Bon, ils savent manier une Kalachnikov, c'est incontestable, mais enfin, quand même, sur les deux individus, il y en a un qui perd sa chaussure et l'autre qui oublie sa carte d'identité dans la voiture. Oui. C'est des professionnels de la tuerie, ça? Alors, non, ce sont des abrutis, tout simplement. J'ai écouté... Non, c'est pas... J'ai eu une explication parce que j'étais aussi interloquée en disant mais comment une opération aussi bien préparée, parce qu'en fait ils ont parfaitement bien, comment ils ont parfaitement bien géré le IN, ce qu'ils appellent le IN en termes de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement géré l'entrée, les assassinats. Et ce qu'expliquait un spécialiste du terrorisme et des meurtres de façon générale, c'est que quand on a tué des gens, on a une dose d'adrénaline absolument invraisemblable qui nous monte au cerveau, et c'est là qu'on commence à faire des erreurs. Parce qu'on est en surdose d'adrénaline, qu'on contrôle plus bien, et c'est comme ça qu'il ne fait pas attention, il perd sa carte d'identité, il perd sa chaussure, machin. Et c'est lié à... purement quelque chose de physiologique et d'excitation extrême qui fait qu'il y a les erreurs sont commises derrière et ils ont mal préparé manifestement. Il y a des erreurs de temps en temps. Bien sûr, et ils ont mal préparé le out, puisque on voit bien qu'ils n'ont rien préparé du tout pour la sortie. Et j'espère tant mieux, et j'espère que ça se finira bien. C'est très intéressant l'idée du IN, mais la carte d'identité, ils l'ont perdue après, mais ils l'ont amenée avant. Donc il n'y avait pas d'adrénaline. Ils sont quand même partis exécuter 12 personnes. Non, mais d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'ils sont arrivés dans une voiture habillée, carte d'identité, permis de conduire, et qu'ensuite ils se sont changés pour ensuite faire ce qu'ils ont eu à faire. Donc, puisqu'on parlait de compassion, justement, il y a eu une soirée à plaisir où on a allumé des bougies, où tout le monde a proclamé « Je suis Charlie ». Je vous propose qu'on en regarde quelques images et on va se voir tout de suite après. Michel Laugier. Des bougies, des pancartes et toujours cette phrase devenue un symbole. Je suis Charlie. 400 plaisirois étaient réunis hier soir en solidarité avec les victimes de la fusillade. Parmi eux, des représentants de 3 communautés religieuses. En tant que citoyen, c'est une valeur fondamentale de vivre le respect mutuel, la liberté de conscience. Nos condoléances envers toutes
les familles qui sont mises à l'épreuve rudement. Avec aussi cette espérance religieuse que nous sommes faits pour la vie, nous sommes faits pour l'unité, nous sommes faits pour vivre ensemble. Et que si justement nous sommes tous différents, c'est parce que, eh bien, quelque part, pour nous croyants, quelqu'un l'a voulu, que nous soyons tous différents. Non pas pour nous battre, mais pour, au contraire, nous enrichir mutuellement. Je pense que d'abord en tant que citoyen, c'est très important, c'est pour venir dire à tout le monde que toute personne douée d'intelligence et de raison ne peut pas accepter un tel acte. C'est inacceptable. Et en tant que musulmans, nos valeurs, nos versets coraniques nous le rappellent, nous le disent clairement, sans aucune ambiguïté, que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Une banderole réalisée par des jeunes, des applaudissements, une minute de silence et la Marseillaise. Un moment important pour le maire qui a côtoyé 2 journalistes dessinateurs, Cabu et Wolinski. Des personnes simples, mais d'une simplicité impressionnante et avec une vraie profondeur culturelle et une vraie analyse, je dirais, culturelle. Mais en plus, une humanité incroyable, avec un regard sain. D'autres manifestations sont prévues ce week-end. Le prochain numéro de Charlie Hebdo sortira mercredi 14 janvier. Il est actuellement réalisé dans les locaux du journal Libération pour que la flamme de la liberté d'expression ne s'éteigne pas. Voilà de retour donc dans PAF et nous accueillons Michel Laugier, maire de Montigny-le-Bretonneux et président de la Casquie. Michel Laugier, vous allez organiser demain une marche dans votre ville. C'est une marche à laquelle tout le monde est convié ? Tout le monde est convié. Vous savez, quand on veut prouver sa solidarité, il faut le rassemblement le plus large possible. Donc moi, aujourd'hui, c'est ouvert à toute la population, à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. C'est une marche sans prise de parole uniquement. On va partir du centre-ville de Montigny et nous allons nous diriger vers l'hôtel de ville qui est la maison commune, la maison pour symbole, tout le monde. C'est vraiment le symbole et on terminera là. Tout simplement, c'est pour marquer un petit peu cette solidarité que l'on doit avoir. Parce que si beaucoup vont aller sur Paris, on sera noyé par rapport aux autres. Et je crois qu'il faut que ce soit aussi visible de la part de nos habitants. Oui, je crois qu'il y a une volonté aussi des habitants de chaque Exactement, ville, comme ça, de participer aussi. Enfin, voilà, et de montrer aussi qu'ils participent à ce genre d'action. J'ai déjà souhaité que la ville soit associée jeudi. Midi, donc j'ai fait au sein de l'hôtel de ville aussi avec tout mon personnel et quelques présidents d'associations qui nous ont rejoints. J'ai souhaité aussi avoir cette minute de silence et donc j'ai vu que beaucoup de personnes avaient répondu à notre appel de manière instantanée puisqu'on a organisé ça en toute vitesse. Donc là, on prend un peu plus de temps pour avoir une manifestation avec une ampleur plus importante pour que tout le monde comprenne bien les choses et qu'il y ait cette solidarité. C'est dans des moments comme ça qu'on doit tendre la main aux autres. Est-ce que vous irez manifester aussi dimanche ? Si je peux, parce que j'ai un emploi du temps qui est pas mal chargé. Sur le principe, quoi. Enfin... écoutez-moi, sur le principe, c'est instantané. C'est tout à fait normal que tout le monde soit solidaire dans ces moments-là. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de le faire voir sur place. Qu'on soit sur Paris, c'est une chose, mais qu'on exerce aussi cette possibilité de pouvoir manifester sa solidarité par rapport aux événements. Je crois que c'est bien aussi qu'on le fasse au niveau d'une commune. Non, je parlais de Paris parce que c'est vrai que les partis politiques se sont un peu emparés de cette manifestation et que, voilà, il a commencé à y avoir un débat. Est-ce qu'il faut que les représentants du Front National soient ou non présents dans cette manifestation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va commencer par vous, Michel Laugier. Est-ce que tout le monde doit venir ? Est-ce que ce sont les partis qui doivent avoir la main sur cette manifestation ? Ou est-ce que, au fond, ce sont des individus qui doivent manifester ? C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République, je crois, aujourd'hui. Moi, je préfère que ce soit des individus qui manifestent, qui viennent là. Alors après, chacun avec son étiquette politique, s'il en faut, mais avec, j'allais dire tout simplement, la possibilité qu'ont tous les citoyens aujourd'hui à s'exprimer, que l'on soit élu ou qu'on ne le soit pas. Moi, je crois que dans des événements comme ça, c'est de marquer. Vous savez, quand vous êtes à des obsèques d'un ami qui vous est proche, vous ne regardez pas qu'il y a autour de vous. L'étiquette des... Et non, je veux dire, donc je crois que c'est ça aussi. La solidarité doit s'exercer comme ça, à ce niveau-là. Et je trouve dommage que, effectivement, depuis quelque temps, au début, on parlait de grande solidarité, de grande solidarité au niveau du pays. Et puis d'un coup,
il y a le débat politique qui commence à occulter les choses. Attendez, moi, que le Front National y soit ou qu'il ne soit pas, est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est le problème aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je pense qu'on a créé un problème qui ne devrait pas être et que chacun doit pouvoir librement aller à cette manifestation et qu'on doit être au-delà des étiquettes. Et que peut-être tout le monde en joue un peu aussi de ce problème-là. Je veux dire, ceux qui ne veulent pas du Front National et le Front National qui sont prêts aussi de s'emparer du mais c'est encore sujet. tout bénéfice, quoi. Donc, pour le Front National, c'est ça qui est regrettable. Hein. Donc, citoyenne avant tout. voilà. C'est une manifestation citoyenne à l'intérieur de laquelle les chapelles n'ont pas leur place. Aucune chapelle. Voilà. Nous sommes encore une fois dans une république laïque. Il va bien falloir à un moment donné que nous rappelions cela à tout le monde. Est-ce que quand il y a un attentat comme celui qui a eu lieu mercredi, quand on est maire d'une ville, quel est son premier sentiment? Est-ce qu'on se dit, au fond, les types qui font ça, ils pourraient venir de chez moi? Exactement. Attendez, vous savez, c'est lorsqu'il se passe des événements comme ça qu'on se rend compte que notre société est très fragile. Est très fragile. Regardez ce qui s'est passé donc à l'intérieur du journal, dans la rédaction, alors qu'ils étaient sous protection policière. Ouais. Alors imaginez un peu les choses quand vous ne l'êtes pas. Tout est possible. Sauf qu'après, il faut savoir garder son sang-froid et les pieds sur terre aussi. On ne peut pas non plus dramatiser toutes les situations parce que sinon, on ne vit plus. On ne vit plus. Et vous savez, le plan Vigipirate, parce que tout de suite, il y a des parents qui téléphonent, alors le plan Vigipirate, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, mais on était déjà... Oui, sous le plan Vigipirate. Donc la seule chose, c'est que... On voit bien les limites d'ailleurs de ces protections. Vous voyez bien, parce que, sauf que petit à petit, vous savez, la vie continue. Et après, si au départ on est sur ses gardes, on l'est de moins en moins au fil du temps. Donc au départ, le plan Vigipirate, c'était qu'aucun parent ne devait entrer dans une école. Or aujourd'hui, tous les parents entrent dans l'école et récupérer leur enfant. Normalement, on aurait dû interdire le stationnement de tout véhicule autour de l'enceinte d'une école. Regardez Montigny, il y a 30 écoles. Si je commence à empêcher que les véhicules se garent, on ne se gare plus dans Montigny. Ouais. Donc je pense que ça ne nous a pas empêché de vivre jusqu'à présent, sauf qu'il faut toujours être sur ses gardes et il faut toujours, dans ces moments-là, avoir le dialogue le plus constructif avec tout le monde. Et ça, c'est le rôle aussi d'un maire. Et moi, je suis toujours en train de discuter avec la population, avec les communautés, avec tout le monde. Parce que c'est la vie, c'est la paix sociale qu'on doit avoir dans une ville. C'est une question que je pose à tout le monde, mais est-ce qu'une des réponses, justement, à ces terroristes, on abordera peut-être les autres réponses aussi à avoir, mais c'est pas de continuer de vivre comme avant? Parce que est-ce que l'un de leurs buts, c'est pas qu'on se taise, qu'on se terre, qu'on ait peur, que les gens se calfeutrent chez eux, qu'ils ne sortent plus, qu'ils n'aillent plus au cinéma, qu'ils n'écoutent plus de chansons? Est-ce que c'est pas ça leur but? Est-ce que la réponse, c'est pas de continuer aussi de vivre comme on le fait, avec nos valeurs et avec nos... La vraie réponse, ce sont les journalistes de Charlie qui nous l'ont apporté. Ça fait des années qu'ils ont des menaces. Et donc, ça fait des années qu'ils ont vécu comme ils l'ont toujours fait, avec leurs responsabilités, avec leurs provocations. Donc, je pense que c'est ça, peut-être, le véritable hommage, c'est de continuer à vivre et d'être encore plus fort. C'est ça, je crois, que la vraie réponse. Et ce n'est pas de se terrer ou d'avoir peur. Je pense que c'est de montrer et c'est d'avoir le buste bien droit par rapport à toutes les situations. Vous êtes d'accord avec ça, les uns les autres? Ah bah oui. Moi, je suis... Oui, vas-y. Jean-Charles? Oui, non, mais on ne peut bien évidemment qu'être d'accord. Il faut continuer à rire, il faut continuer à publier des dessins iconoclastes et choquants. Et donc ça c'est très très bien. Ça n'empêche pas que ne pas vivre dans la peur, c'est très bien, mais on peut aussi reconnaître quand il y a un quasi-état de guerre et quand il y a des gens qui déclarent la guerre, il faut arrêter de dire ce n'est pas grave et faisons comme si de rien n'était. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça n'empêche pas de rire, ça ne m'empêchera pas d'aller au restaurant, ça ne m'empêchera pas d'acheter Charlie Hebdo et de soutenir tous les dessinateurs qui continueront à prendre des risques. Mais arrêtons de dire qu'il n'y a pas, c'est pas une guerre qui est déclarée. C'est très grave. Voilà, Vous pensez que c'est une guerre qui est déclarée? Je n'irai pas jusqu'à ce mot, mais disons que la situation, quand même, est fragile en France. La situation est fragile, et d'ailleurs, on le voit. Regardez, certains événements peuvent embraser une ville très, très vite. Rappelez-vous, il y a quelques mois sur Trappes, la ville s'est tout de suite embrasée. Donc, on le voit bien, ça tient à peu de choses. Et en plus, le problème, c'est qu'on est tributaire du comportement de quelques individus seulement. C'est ça, quand on est en guerre, il peut y avoir des pays en guerre, mais on voit bien qu'à quelques individus, vous pouvez provoquer une vraie panique.
Est-ce qu'on a une mesure? Alors, il faudrait poser peut-être la question aux services secrets, aux enquêteurs, aux policiers, mais est-ce qu'on sait à peu près quelle est la proportion d'islamistes radicaux, de gens qui sont prêts à passer aux armes, à commettre des attentats? Est-ce qu'on connaît cette proportion? Est-ce qu'on sait qu'elle est très très faible ou est-ce qu'on n'en a aucune idée au fond? Moi, je pense que les services de police le savent très bien, déjà, le savent très bien. Alors après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du prosélytisme qui peut être fait, ça dépend des situations. Oui, ça peut donner des idées en plus. On peut aussi profiter de certaines situations pour aggraver les cas. Vous savez, c'est comme les phénomènes sectaires. On profite toujours d'une personne qui est en position de faiblesse pour attirer dans ses filets. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Quand on n'a pas d'emploi, lorsqu'on est un peu rejeté, il y a un terrain aussi qui est propice. Alors, après, le nombre exact, vous savez, ça, c'est très compliqué. Sauf qu'on voit que de plus en plus, il y a des personnes qui manifestent leur religion d'une autre façon que ce qu'elles pouvaient le faire jusqu'à présent. Je crois que ce qui est important, finalement, c'est pas le nombre. C'est le degré d'influence qu'ils ont. C'est ça. Voilà. Parce qu'au-delà du nombre, on sait que les médias disent quelques centaines. Les plus radicaux ont souvent plus d'influence que les plus modérés. Et comme le disait Monsieur le Président, je pense que l'influence qu'ils ont aujourd'hui est de plus en plus importante. Oui, c'est vrai que cette influence, probablement, ils sont en train d'essayer de l'augmenter, l'accélérer par des actes qui vont effrayer la population, et on sait très bien ce qui va se passer derrière. Aux États-Unis, après le 11 septembre, l'administration Bush a pondu des lois liberticides aux États-Unis, dont on a très peu entendu parler d'ailleurs en France et en Europe, qui sont des lois qui durent toujours aux États-Unis. On a entendu parler de Guantanamo surtout, mais enfin, il y avait d'autres. Notamment à propos de la presse, on croit que la presse est très libre aux États-Unis, c'est pas vrai du tout. Elle est bien moins libre qu'elle l'est en France, c'est clair, et tout le monde le sait, sauf qu'on en parle très peu en France. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est effectivement la montée en puissance de ces influences des extrémistes, mais dans les deux côtés d'ailleurs, parce que, hélas, ce qui va se passer, c'est la raison pour laquelle le mot guerre, je le trouve tout à fait juste. Il y a des extrémistes dans les deux bords, et l'affrontement entre ces deux extrêmes risque fort de nuire à l'ensemble d'une société qui ne demande pas ça. Justement, je ne vois pas qui sont les extrémistes d'un autre bord pour l'instant. Je veux dire, il y a 2 personnes qui ont buté 12 autres personnes. Voilà. Alors, je vois, encore une fois, pourquoi toujours essayer de trouver une sorte d'excuse de dire « Ah oui, mais alors là, eux, ils sont très méchants, mais il y a d'autres méchants de l'autre côté. » C'est pas une excuse. Mais non, mais je veux dire, Jean-Luc, c'est pas un problème d'excuse. Qui sont les gens Il y a bien deux belligérants. Alors, qui sont les autres? Alors, il y a les islamistes radicaux d'un côté, qui sont les autres? Eh bien, nous avons un certain nombre de populations, chez nous aussi, qui ne sont pas obligatoirement catholiques, blancs et ventripotents, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont tout à fait prêts à en découdre. Ont-ils commis des attentats les islamistes radicaux depuis 10 ans? Pas encore. Non, pas encore. Alors voilà. Non, mais on a eu quand même quelques dérapages. Non, mais ne confondons pas un dérapage. 12 personnes exécutées à Charlie Hebdo, c'est pas un dérapage. Oui, mais on peut pas non plus excuser ce qui s'est passé à Villefranche ou ce qui s'est passé au Mans. C'est pas admissible non plus. Il y a un acte de guerre, et puis de l'autre côté, il y a des choses qu'il faut surveiller. Mais si on les surveille effectivement aussi bien qu'on a surveillé nos islamistes radicaux, on peut s'inquiéter. Mais voilà, arrêtons toujours de dire attention. C'est comme à chaque fois qu'on parle de l'islam, dire oui, mais les catholiques sous l'Inquisition. Ben, oui, et alors? Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ah, si, non, on n'a rien dit. On a dit que nous avions mis des siècles à nous débarrasser des règnes religieux, et que grâce à la loi de 1905, on a fait enfin la séparation de l'Église et l'État, les choses se sont nettement améliorées. D'ailleurs, sur le plan social, il est clair que cette séparation de l'Église et l'État a permis la progression de notre société. Bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, il faut absolument revenir à la République laïque et ne pas s'enfermer dans un système où on ne parle que de religion. Il faut faire attention. Maintenant, la guerre, il faut des belligérants. Très sincèrement, il y en a du côté de ces gens et il y en a aussi de l'autre côté. Et j'espère que nous serons suffisamment attentifs et intelligents pour ne pas permettre qu'il y ait ces conflits. Le démarrage de mercredi pose le problème de façon dramatique. Il n'aurait pas dû se produire, je l'ai dit tout à l'heure, si nous avions été beaucoup plus solidaires lorsque les dessins caricaturaux de Mahomet sont parus à l'époque dans un journal danois, peut-être que ces 12 personnes seraient toujours en vie aujourd'hui. Voilà. Nous n'avons pas voulu affronter. Vous sentez, comme ça, par exemple, dans une certaine frange de la population, la volonté peut-être d'en découdre?
Ou est-ce qu'il faut justement peut-être pas calmer les choses? Parce qu'il y a aussi, peut-être dans la volonté de ces terroristes, l'idée de pousser les autres à bout et d'arriver à ce que Samuel Huntington appelait le choc des civilisations. Alors, je pense qu'il y a des comportements qui irritent de plus en plus. Je crois qu'il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des comportements qui irritent. Il faut dire les choses, je crois aussi. Non, mais il faut dire les choses. Il y a des comportements qui irritent de plus en plus, par des tenues vestimentaires, par différentes choses. Sauf que, malheureusement, on caricature vite aussi, permettez-moi de faire cette comparaison, c'est-à-dire que c'est vraiment le ressort de quelques individus. Vous savez, c'est ça aussi. Moi, il ne faut pas qu'on ait un amalgame complet avec certaines religions, certaines populations. Il y a aujourd'hui, effectivement, des personnes qui sont dans la provocation et qui irritent une autre partie de la population. Et c'est vrai que nous avons tous là-dedans un rôle à jouer, nous, les élus, les premiers. Moi, j'essaie dans ma ville d'être au contact des uns et des autres, de créer des lieux de rencontre, de parler, essayer d'obtenir des comportements qui soient à la hauteur de ce que nous attendons de tous les citoyens. Parce que lorsqu'on habite dans une ville, on est le citoyen d'une ville, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion. Et donc c'est tout ce travail qui est fait, qui est long, qui prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, je suis pour le dialogue entre tout le monde. Mais encore faut-il aussi, après, que l'on soit aidé. Nous avons des lois en France, encore faut-il qu'elles soient appliquées. C'est ça aussi le vrai problème aujourd'hui. C'est que la loi n'est pas forcément bien appliquée. Alors après, c'est-à-dire c'est un problème. Sur quel point, par exemple? Écoutez, aujourd'hui, vous savez, avant que... Mais c'est pas par rapport aux événements qui se sont produits. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui... les personnes qui sont en garde à vue, qui sont déférées au parquet, ressortent aussitôt, quel que soit le niveau de l'acte qu'ils ont commis. Parce qu'aujourd'hui... Il y a des avocats qui sont présents. Non, mais écoutez, moi, je me demande ce qu'il faut aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin quand je vois les personnes qui sont interpellées et qui sont relâchées très vite. C'est pas un problème au niveau de la police. La police fait ce qu'elle peut avec ses moyens, et la justice aussi avec ses moyens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il manque forcément des moyens pour exercer une vraie police en France et pour exercer une vraie justice en France. Pardon, je suis tout à fait de votre avis, mais là on a vite oublié les beaux esprits qui, avant mercredi, étaient en train de dire tous ces gens qui reviennent du djihad, ils reviennent en France et c'est terrible parce qu'on menace de les emprisonner. Il ne faut pas les emprisonner, il faut leur proposer des stages. On a entendu ça, des beaux esprits qui disaient proposons des stages aux mecs qui reviennent du djihad. Mais le stage, on voit comment ils s'en servent. C'est ça qui est fabuleux. Donc il y a un véritable problème de justice, c'est pas un problème de police. Oui, mais le problème, c'est qu'on est dans un état de droit avec des lois, et quelqu'un qui revient du djihad, s'il est gentiment chez lui et qu'il ne fait rien et qu'il n'y a pas de mail compromettant ou de SMS compromettant ou de conversation téléphonique permettant de penser qu'il y aurait un début d'eux, parce que la loi permet... Mais c'est ça, il faut quand même le faire. Voilà. Mais la loi... Quand on vient du djihad, puisque c'est une association terroriste à l'extérieur. Non, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi on ne les laisse pas partir, on ne les empêche pas de revenir plutôt que de faire le contraire. C'est idéal. Alors, je voulais juste par rapport au manque de moyens, notamment en matière pénitentiaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens marginaux qui sont envoyés en détention, et un des frères d'ailleurs a passé 3 ans en détention et se serait radicalisé en détention. Et il y a des surveillants de prison qui me racontaient qu'en fait, il y a des groupes qui se créent en prison avec un leader qui dit aux surveillants de prison: ne vous inquiétez pas, je contrôle ce groupe, on s'occupe d'eux, ils seront tranquilles, il n'y aura pas d'évasion, il n'y aura pas de violence, et on s'occupe d'eux. Ça veut dire qu'il y a une surpopulation carcérale, cette gestion interne par des groupes dont on sait ce que ça va devenir derrière, ça arrange tout le monde, parce que les surveillants de prison sont pas suffisamment nombreux par rapport... Donc ça les arrange, mais pendant ce temps-là, le groupe, il se constitue, ils se font bien laver le cerveau, et on voit ce que ça donne derrière. Et c'est également un problème de moyens, mais on retombe toujours sur la même problématique. Ça a des problèmes de moyens au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la pénitentiaire, sur tous ces budgets-là. Va falloir faire des choix politiques si on a envie de trouver aussi des solutions, parce que... Et c'est pas le choix à faire, c'est à l'homme politique que je parle.
il est dans l'éducation. Parce que, bon, moi, mais là, on va loin. Ah non, mais on va, bien sûr qu'on va loin, mais attendez, moi, je ne travaille plus pour moi. Moi, c'est 61 ans, c'est bon, j'ai fait ma vie, voilà. J'ai des enfants, des petits-enfants, et je travaille pour eux. Ce que je fais là, avec vous, aujourd'hui, c'est pour mes petits-enfants, c'est pas pour moi. Je m'aperçois de quoi ? On a supprimé les cours d'éducation civique, on a supprimé les cours d'histoire. Enfin, ça n'aurait pas empêché, je pense, les non, types bien sûr que ça ne va pas les faire ressusciter non plus. Mais par contre, projetons-nous dans l'avenir. Si nous ne faisons pas tout ce qu'il y a lieu de faire pour que nos enfants soient mieux éduqués aujourd'hui, eh bien, vous en ferez des ignorants imbéciles demain. Et donc là, ce que disait Jean-Charles risque malheureusement de se dégrader très sérieusement. Et là, on va être dans une vraie guerre. Et ça, il faut éviter ça. Et donc là, je me tourne vers l'homme politique. C'est lui qui prend les décisions avec ses amis, quelle que soit d'ailleurs sa couleur. Remettons au goût du jour dans les écoles l'éducation civique, les cours d'histoire. Refaisons un peu les choses pour que les valeurs de la République laïque soient mieux défendues. Non, mais la difficulté, c'est que la valeur aujourd'hui, on est sur des valeurs de consommation. Consommation, argent, pub. Il faudrait arriver à repenser. Je voudrais qu'on revienne quand même au fait. Je voudrais poser quand même une question à Michel Laugier en tant que maire et président de la communauté d'agglomération. Est-ce que vous pensez, vous disiez tout à l'heure, voilà, c'est des individus comme ça et un peu épars, mais est-ce que vous pensez que ce sont des actes isolés ? Est-ce que vous ne craignez pas une contamination aux banlieues sensibles, aux lieux sensibles, notamment qui sont dans l'agglomération? Bien sûr que nous craignons tout ça. Vous savez, chaque fois qu'il se produit un événement, vous voyez bien que ça donne des idées à d'autres. Ça donne des idées à d'autres. Donc là, il faut être encore beaucoup plus vigilant. Je veux dire, c'est grâce à la connaissance. Alors moi, je ne suis qu'un élu local, c'est pas moi qui vais faire la réforme. Je n'ai aucun pouvoir législatif, voilà ce que je veux dire. Je peux prendre des décisions au niveau local, mais sur l'éducation, etc., ce seraient des lois qui devraient être prises par des parlementaires. Aujourd'hui, je ne suis pas parlementaire et moi, j'essaie de m'impliquer au niveau local et au niveau, finalement, dans la relation directe avec les individus. Et c'est vrai ce que vous avez dit, cher Jean-Luc, c'est qu'il y a aujourd'hui une société qui n'est plus celle que nous avons connue quand nous étions jeunes, avec des règles de vie. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on a essayé de niveler tous les niveaux. Aujourd'hui, eh bien, tout est... les valeurs ont été bouleversées, oui. Non, mais on a nivelé tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais jeune, j'avais du respect pour certaines personnes. Et puis, je savais très bien que je ne pourrais pas me payer ce que d'autres faisaient. Eh aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'écran plat, tout le monde veut avoir le dernier iPad, tout le monde veut avoir le dernier iPhone, et quel que soit son niveau. C'est ça aussi. C'est vrai que c'est un problème d'éducation. Mais tout ça, ça n'empêchera pas que même si on trouve des solutions, si minimes soient-elles, ça sera déjà un progrès, mais ça ne va pas empêcher quelques individus illuminés de pouvoir commettre des actes innommables. Mais ça, malheureusement, cela, on a vraiment du mal à les voir. Et d'ailleurs, moi, ce qui me surprend un peu, c'est que ce soit les services secrets américains qui nous indiquent que certains sont partis au Yémen. D'où le problème de moyens que je parlais tout à l'heure. Et de coopération, peut-être. Mais exactement. Plus inquiétant encore, parce qu'au-delà des énergumènes, et quel que soit le nombre de radicaux islamistes, je vous conseille de regarder dans tous les journaux et sur tous les sites les témoignages accablants de professeurs dans la France entière qui racontent leur journée en arrivant en classe et en disant voilà ce qui s'est passé, on va faire une minute de silence. Oui. Là, des classes entières qui disent mais on s'en fout, on n'en a rien à foutre, on ne les connaît pas, on leur avait dit de se calmer, ils ne sont pas calmés, c'est pas grave. C'est ça qui est grave. Donc on n'est pas sur quelques personnes, c'est beaucoup plus grave que quelques personnes. Ça y est, le mal est très étendu. Oui, vous avez quelques personnes. Il y a des jeunes qui réagissent comme ça, mais je pense qu'on a tous eu aussi ce genre de réaction. Enfin, pas ce genre de réaction, on a toujours eu des côtés un peu contestataires lorsque on était jeune. C'est vrai qu'il y a eu des témoignages très édifiants. Exactement ce que vous disiez il y a 2 minutes, il y a quelques années, vous auriez eu une réaction comme ça, vos parents vous auraient peut-être foutu une claque. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, ça, voilà, sûr. Bon, mais voilà, donc la réaction était peut-être éventuellement similaire, encore que j'en doute. Mais voilà. Faut-il que les parents ne soient pas d'accord avec les enfants. C'est exactement ce que je voulais dire. Ce qui n'est pas tout à fait sûr. Je veux dire qu'il faut se projeter
Bien sûr que là, nous sommes très inquiets pour les semaines à venir ou les mois à venir, mais il faut se projeter sur les années à venir pour nos enfants, nos petits-enfants. Et permettez-moi, cher homme politique que vous êtes, Michel, même si vous êtes un homme politique que vous me dites être local, enfin, il y a autour de vous des élus qui sont à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, il faut travailler pour que ces élus nous projettent une société dans l'avenir qui soit meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Vous avez eu des jeunes qui sont partis faire le djihad? Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, sauf que c'est des choses qu'il faut savoir taire, puisque c'est le travail que nous faisons avec la police. Mais oui, je ne vous dirai pas le nombre, mais nous avons des jeunes, effectivement, de la ville de Montigny qui sont partis. Et les profils sont à peu près tous identiques? Il y a un profil particulier ou c'est très divers et très... Non, c'est très divers. Très difficile, justement. Certains, on pouvait s'y attendre, d'autres pas du tout. Ouais. D'autres pas du tout, sauf que certains sont très forts et d'autres sont très influençables. Mais ça, c'est la vie. Est-ce que vous avez des filles qui sont parties? Pas du tout. Et là, parce qu'on en sait... Il y a des filles qui partent, c'est stupéfiant. On en sait un peu plus sur les frères Kouachi, là, qui sont donc les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo. Naturellement, il y a eu de la prison, il y en a un qui est parti au Yémen, mais en même temps, c'était pas des gens, c'est pas totalement des paumés. Si, vous avez l'impression qu'ils ont... je ne les connais pas. Non, on ne les connaît pas assez pour le dire. Mais je pense que pour en venir... on raconte le type, il promenait son petit garçon dans sa poussette tous les jours. Non, mais je pense que pour en venir là... Les voisins sont, comme toujours, assez... Enfin, comme toujours, quand on habite à côté d'un criminel, on est toujours effaré après, on se dit « Oh, il était si gentil ». Non, mais là, rappelez-vous, ce père de famille qui a disparu, qui a tué ses 4 enfants, sa femme, il était charmant. Oui, non, c'est souvent comme ça. Oui. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, au fond, il n'y a pas un profil particulier, pour le coup, sur lequel on pourrait agir très tôt en avance, quoi. Vous savez, permettez-moi de faire une comparaison avec le monde animal. Quand vous enlevez un petit chiot trop tôt de sa mère, vous avez du mal à l'éduquer. Mais là, je pense que c'est pareil. Vous dites qu'ils avaient un comportement normal, sauf qu'ils ont eu une enfance un peu difficile aussi. Oui, bien sûr. Sans aucun repère. Donc, heureusement que tous les gens qui ont une enfance difficile ne tuent pas 12 personnes. Non, mais je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas le cas, heureusement, pour toutes les situations. Mais c'est vrai que quand on a un départ un peu chaotique dans la vie, on peut aussi avoir quelques conséquences un peu plus tard. Est-ce que quand on est responsable politique, quand on est maire, quand on est président d'une communauté d'agglomération, ça fait partie des... Alors, ce n'est pas un événement que vous avez eu à gérer directement, hein, mais des événements qui vous font vous questionner le plus, enfin, dans les événements qui ont pu se passer, qui ont pu toucher vous savez, je crois que face à cette situation, déjà, je pense qu'il faut que les élus que nous sommes, les responsables, doivent garder leur sang-froid pour donner cette vision-là à la population. J'ai été, vous savez, très touché, très ébranlé il y a quelques années avec le drame des Ors, où là, ce sont des enfants qui ont été emportés par une coulée de neige. Donc là, oui, là, c'était fort, c'était intense, parce qu'en plus, ce n'était que des enfants. Donc là, c'est vrai que ça m'a touché personnellement, et c'est quelque chose que je garderai gravé dans toute ma vie. Là, on doit essayer de protéger sa population par rapport à des événements, par rapport aujourd'hui à tout ce qui peut se passer, par rapport à des informations qui peuvent filtrer. Qui vont dans tous les parce sens, que là, aujourd'hui, voilà, ça peut aller de tous les côtés. Et puis surtout, il faut essayer de protéger tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaie, moi, d'avoir le dialogue avec tout le monde, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, essayer toujours d'avoir ce côté modéré, parce que c'est pas dans l'excès qu'on arrivera à trouver des solutions. C'est le calme, enfin, voilà. Ben, je crois que c'est calmer les choses, mais par contre, après, face à des situations difficiles, c'est aussi, ça va trancher. Il faut savoir aussi, dans des moments, exprimer une position très ferme, mais avec beaucoup de dialogue, et c'est comme ça que vous arrivez à des solutions. Vous savez, aujourd'hui, comme disaient les pouvoirs publics, en général, l'État a moins de moyens. Conclusion, aujourd'hui, on donne les responsabilités à des échelles de plus en plus basses.
Et aujourd'hui, nous devons tout supporter. On parlait tout à l'heure de la police. Si dans une ville, vous n'avez pas une police municipale, si vous n'avez pas de vidéosurveillance, comment aujourd'hui pourrait être assumé et assurer la sécurité des biens et des personnes si l'argent public communal ne participait pas, alors que normalement, la sécurité des biens des personnes est un droit régalien, c'est l'État qui nous le doit. Et aujourd'hui, regardez, vous devez faire tous ces efforts-là. Et ces efforts aussi sont partagés avec les associations. Heureusement qu'on a encore un tissu associatif très fort. Et là, il faut penser aussi à tout ce réseau, que ce soit des associations sociales, culturelles ou sportives. Elles jouent un rôle pédagogique et éducatif énorme. Et heureusement que nous avons ces bénévoles-là aujourd'hui qui s'impliquent tous les jours. Puisque vous parliez de policiers municipaux, enfin, les policiers sont des cibles prioritaires, visiblement, des terroristes. Est-ce qu'il y a une sorte de crainte ou de peur chez vos policiers La crainte, il y a toujours une crainte. Mais vous savez, lorsqu'on s'engage dans la sécurité des personnes et des biens, on sait très bien qu'il peut y avoir quelques risques. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas été confronté. Et en plus, puisque justement, on doit faire chacun des efforts. Pour moi, la police municipale est là pour de la prévention et non pas pour de la répression. C'est pour ça que ma police municipale n'est pas armée. Voilà, donc c'est pour bien un rôle préventif, de contact avec les personnes pour essayer de trouver quelques solutions et déminer quelques mines suffisamment tôt pour qu'elles n'explosent pas. Alors vous avez été journaliste, mais c'est une question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres. On a les chaînes d'infos continues, on sait absolument tout ce qui se passe, ou enfin on croit savoir tout ce qui se passe à chaque instant. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, cette information comme ça qui nous est jetée à la figure? Les policiers sont, les terroristes sont à Reims, on voit les policiers qui vont à Reims, après on sait qu'ils sont dans l'Aisne, ils vont dans l'Aisne, après c'est en Seine-et-Marne, on a toutes les caméras qui sont avec eux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux un peu d'attendre un peu, de savoir les choses avant et de raconter ce qui se passe et avant de les commenter? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le danger que vous signalez, c'est que c'est à chacun d'être capable de se détacher de ces images qui sont souvent sans aucun intérêt. C'est-à-dire que là, ce matin, je regardais, on a suivi pendant exactement 1h15 un convoi de gardes républicains ou de gendarmes qui, sur l'autoroute sous la pluie, qui se rendaient à Villers-Cotterêts. Et en plus, les envoyés spéciaux, on savent beaucoup moins que les gens qui sont en studio, généralement. C'était ridicule. Je me souviens, pendant l'affaire Mera, pendant 30 heures, on a eu un plan fixe de BFM et d'ITélé sur une camionnette blanche. Et donc, c'est le rôle de ces télévisions, parce que s'il se passe quelque chose, on sait qu'on peut regarder, mais ce qu'il y a, c'est que le pouvoir hypnotique de la télévision est totalement démentiel. C'est-à-dire que je reconnais, moi j'ai un mal fou à me détacher de ces trucs. On regarde, on est pris, on est absorbé, puis on se dit, il va peut-être se passer quelque chose, alors on va vite se chercher un verre d'eau, un truc, puis on revient pour continuer à voir ces camions qui roulent. Et on se demande comment la police joue avec ça, parce que est-ce que parfois on indique des fausses pistes pour mieux agir? Est-ce que c'est vraiment les vraies informations qui sont données? Enfin, je trouve ça un peu abétissant. Enfin, moi, je ne les regarde pas, sauf le soir quand je rentre et qu'il est 23h et que j'ai besoin de regarder un peu d'infos. Mais le journal, je trouve ça totalement creux. Il y a rien, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de vrai débat d'idées. Et ce truc en continu, enfin, je trouve ça assez abétissant, je ne vois pas bien l'intérêt. On regarderait toutes les heures un journal un peu construit avec un peu de réflexion, ce serait peut-être mieux. Cela dit, j'ajoute juste un mot, c'est quand même grâce à ces chaînes, et BFM pour ne pas la nommer, que j'ai découvert une personnalité qui m'a absolument époustouflé, qui est Jeannette Bougrab. Ah oui, absolument. Carrément, mais une femme épatante, saisissante, qui s'était exprimée de façon remarquable alors qu'elle vient de perdre son mari, enfin son compagnon. C'était époustouflant de justesse, d'intelligence. Elle était à TF1 aussi, d'ailleurs. Après, oui, il était à TF1, mais enfin, j'ai découvert là. Donc voilà, de temps en temps, il y a quand même des grands moments. C'était époustouflant. Michel Laugier, là, c'est tout à fait différent. Oui. C'était un témoignage apporté dans le cadre de ces émissions en continu. Moi, je trouve ça très creux. Oui, l'ancien journaliste que vous êtes. Ah oui, attendez, moi, je pense que ces chaînes font beaucoup de mal parce que on n'apprend rien. Lorsqu'on suit des événements comme ça, on vous passe en permanence les mêmes images. On vous fait intervenir à l'antenne des envoyés spéciaux et qui n'ont rien à dire. Qui ne savent rien. Non, je veux dire, ça me fait penser un peu aux soirées électorales, vous savez, où avant... on sait à peu près ce que tout le monde va dire. On sait déjà tout ce que tout le monde va dire. Donc avant,
on dit un peu tout et n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas les résultats. Et puis une fois qu'il y a les résultats, personne n'en a perdu. Tout le monde a gagné. Donc voilà. Non mais sans aller jusque-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on passe en permanence des choses. Et puis bien souvent, on fait passer à l'antenne des personnes qui disent n'importe quoi et les gens prennent ça pour argent comptant. Ouais. Moi, je me souviens. J'ai écouté une radio RMC ce matin pour ne pas la nommer. Enfin, c'était presque à mourir de rire tellement c'était. Oui. Parce qu'il y avait des gens qui témoignaient. Alors, il y avait le type qui allait livrer, qui était sur le truc d'autoroute. Il y avait la bonne femme qui habitait soi-disant en face. Alors, on lui disait mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je sais pas parce qu'il y a des arbres, on voit rien. Vous savez, quand j'ai fait l'école de journalisme, on m'a toujours dit qu'il fallait vérifier ces informations. Ouais. Oui, là c'est du témoignage direct, c'est brut. Ne vérifie rien. Absolument. On balance n'importe quoi. Ouais. Et bien souvent, en plus, les autres supports médiatiques, télé, radio, reprennent des dépêches selon le site de telle télé, selon le site de telle radio, et finalement, on véhicule des informations qui sont fondées. En fait, je crois que l'information est devenue un bien de consommation comme un autre. Et c'est ça, le grand danger. Et dans une société, et Florence avait raison tout à l'heure, qui est dans l'immédiateté. On veut du bonheur tout de suite, on veut la voiture tout de suite, on veut le téléphone tout de suite, on veut de l'information tout de suite. On est dans une société où c'est l'immédiateté qui prime. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et dès lors que l'information devient un bien de consommation comme un autre, évidemment qu'on peut avoir que des conneries. Mais c'est un vrai sujet, parce que même la politique n'est plus la même depuis qu'il y a ces chaînes d'infos, qu'on sait tout, qu'on voit tout. Mais d'ailleurs, l'homme politique devient pressé. Ah, c'est terrible. Hélas, on vous met souvent dans des situations, mon cher Michel, qui sont intenables. On veut des réponses immédiatement, on veut des résultats demain matin. Enfin, voilà, c'est pas tenable. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est aussi notre société qui a évolué. Et avant, il y avait un grand respect pour le maire, pour le directeur d'école et pour le curé. Je parle d'un village, puisque j'ai été élevé dans un village. Aujourd'hui, on ne respecte aucun des trois. Rassurez-vous, on vous respecte. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Voilà, bon, évidemment, on parle de ces événements alors qu'ils sont encore à chaud, puisque je rappelle que l'émission est enregistrée vendredi après-midi, donc les prises d'otages sont en cours. Mais voilà, ce qu'on pouvait un petit peu dire sur ces événements qui, évidemment, nous ont tous bouleversés. Merci à tous.